Et si tout ce qu'on croyait savoir sur le rôle de l'État était en fait à côté de la plaque? C'est un peu la question de départ aujourd'hui, alors qu'on se plonge dans la vision assez provocatrice de Christian Michel et de son livre Vivre ensemble. C'est un ouvrage qui, vous allez voir, vient vraiment secouer les fondations de notre société. Alors, tout part d'une question, une question qui est, au fond, aussi vieille que l'humanité. C'est ce dilemme qui nous poursuit tous. Comment est-ce qu'on fait pour gérer nos pulsions, qui peuvent être violentes, soyons honnêtes, avec ce besoin absolu qu'on a de vivre les uns avec les autres, et si possible, en paix? Et cette question, c'est vraiment le fil rouge de tout l'ouvrage. Pour tenter d'y répondre, l'auteur nous pousse à revoir complètement notre copie sur ce qui fait qu'une société fonctionne, ce qui la rend stable et surtout ce qui la rend prévisible. Au fond, l'idée centrale, elle est assez simple. Pour qu'on puisse vivre ensemble, il faut un minimum de prévisibilité. On doit pouvoir se dire raisonnablement que notre voisin ne va pas nous agresser. C'est la base, le socle d'un environnement où on se sent en sécurité. Mais alors, et c'est là que l'analyse devient, disons-le, assez radicale, le livre pointe du doigt ce qu'il considère comme l'obstacle numéro 1 à cette paix. Et cet obstacle, ce serait l'État moderne lui-même. Alors là, on se demande comment c'est possible. Bon, pour comprendre cette critique, il faut revenir à la base, à la définition classique de l'État, celle qu'on doit à Max Weber. Qu'est-ce que c'est un État ? C'est l'institution qui dit, ici, sur ce territoire, il n'y a que moi qui ai le droit d'utiliser la violence légalement. Et c'est précisément ce monopole qui, selon l'auteur, est au cœur de tout le problème. Et là, l'argument de l'auteur est fait pour choquer, c'est clair. Il dit que l'État, en gros, se contente de donner des jolis noms à des actes qui seraient vus comme des crimes si vous ou moi on les commettait. Le vol, ça devient la fiscalité. Le meurtre, ça devient la guerre où on invoque la raison d'État. Et le résultat de tout ça ? Cette logique transforme toute la société en une sorte de champ de bataille permanent pour prendre le contrôle du pouvoir. Que ce soit l'éducation, la santé, l'économie, tout, absolument tout, devient une lutte politique. Le but, imposer ses idées aux autres. Et ça crée un système où il y a forcément des gagnants et des perdants, des dominants et des dominés. Bon d'accord, si l'État et ses lois sont le problème, quelle est la solution? L'anarchie totale? Non, pas du tout. Le livre propose autre chose. Une distinction vraiment, vraiment importante entre différents types de règles. Des règles qui, elles, pourraient guider une société libre. En fait, l'auteur identifie 4 grandes catégories de règles qui organisent nos interactions. Mais attention, c'est là que ça devient subtil. Elles n'ont pas du tout la même nature, ni la même légitimité. Alors regardons ça de plus près, c'est vraiment la clé de tout. D'un côté, on a les morales et les règlements, comme les contrats. Ça, c'est basé sur le volontariat, on choisit d'y adhérer. En gros, ça nous dit quoi faire. De l'autre côté, il y a ce que l'auteur appelle le droit. Lui, il est universel et il est beaucoup plus simple. Il nous dit juste quoi ne pas faire. Et ce ne pas faire, c'est agresser les autres. Et puis, il y a les lois de l'État. Et là, selon le livre, c'est le grand mélange. Elles confondent tout et au final, leur seule garantie, c'est la contrainte, la violence. Donc au cœur de toute cette vision, il y a ce fameux droit, avec un D majuscule. C'est quoi? C'est le principe de non-agression, tout simplement. L'idée est universelle. Chacun peut faire absolument ce qu'il veut de ce qui lui appartient, à une seule condition. Ne pas initier la violence contre une autre personne ou contre ce qui lui appartient à elle. Il y a une petite anecdote dans le livre qui illustre ça parfaitement. C'est celle de Robinson Crusoe et Vendredi sur leur île. Ils n'ont pas d'État, pas de police, rien. Et pourtant, quand Vendredi promet 3 poissons à Robinson en échange d'une hache, qu'est-ce qui se passe? Il crée du droit. C'est un contrat. Il naît de leur consentement, de leur volonté. Et il n'y a besoin d'aucun gouvernement pour le rendre légitime. Alors, une fois qu'on a bien saisi cette différence fondamentale entre le droit qui vient du consentement et la loi qui est imposée par la force, l'auteur nous propose de faire un grand pas et d'imaginer une société qui fonctionnerait sur des bases complètement différentes. Ce qu'on connaît aujourd'hui, le livre appelle ça la société politique, et la description est assez dure. C'est un peu comme une prison dont on ne voit pas les barreaux. Dès la naissance, qu'on le veuille ou non, on est embarqué dans un système unique, obligatoire. Un système où la domination est la norme, et où, si on n'est pas d'accord, impossible de juste dire merci, au revoir et de partir pacifiquement. Face à ça, l'alternative proposée, c'est la société de droit. Alors là, il faut imaginer un monde où pourraient coexister des tas de communautés différentes, toutes volontaires. On pourrait avoir une communauté qui choisit de vivre selon des règles socialistes, juste à côté d'une autre qui préfère des principes religieux très stricts, ou une autre encore qui est complètement libertaire. Peu importe. La seule règle d'or, c'est que personne n'impose son mode de vie aux autres par la force. D'accord, mais concrètement, ça donnerait quoi? C'est quoi, au final, cette bonne société que l'auteur a en tête? Quel est le but de tout ça?
Et là, c'est important de le noter, le but, ce n'est pas de bâtir une utopie, un monde parfait où tout le monde s'aime et est d'accord sur tout. Non, l'objectif est beaucoup plus modeste et peut-être plus réaliste. Il s'agit juste de créer un cadre qui protège nos liens, nos amitiés, nos biens, nos contrats, et qui les défend contre l'agression d'où qu'elle vienne, et surtout, nous dit l'auteur, de celle du pouvoir politique. Bref, une société où chacun peut tenter de construire son propre bonheur, à sa manière, tant que c'est de façon pacifique. Et le livre se termine en nous laissant avec une grande question. Une question un peu vertigineuse. Cette vision d'un monde entièrement basé sur le consentement sans cette coercition politique, est-ce que c'est un projet qui est réellement possible pour notre avenir? Ou est-ce que ça reste une belle utopie, un idéal philosophique vers lequel on peut tendre, mais qu'on n'atteindra jamais vraiment?